Pendant plus d'un demi-siècle, la figure mythique de Bruce Lee a plané au-dessus du cinéma d'action comme une légende inaccessible, un symbole de force, de discipline et de mystère. Sa mort brutale en 1973, à l'âge de 32 ans, n'a fait qu'alimenter davantage le halo quasi mystique qui entoure son nom. Les fans, les historiens du cinéma, les journalistes et même les enquêteurs ont passé des décennies à tenter de comprendre ce qui lui est vraiment arrivé. Accident médical, complot, overdose de travail, empoisonnement, vengeance criminelle. Chaque génération a proposé sa propre version. Mais une voix, l'une des plus autorisées et des plus proches de Bruce Lee, avait toujours choisi le silence. Bolo Yeung, l'acteur culte du cinéma d'arts martiaux, compagnon d'entraînement, adversaire à l'écran, témoin privilégié d'une période explosive du cinéma hongkongais. Un homme connu pour sa discrétion, son respect profond du maître et son refus obstiné d'alimenter les rumeurs. Jusqu'à aujourd'hui, à 78 ans, dans une interview rare, intime, presque confessionnelle, Bolo Yeung a décidé de tout révéler. Pour la première fois, il évoque non seulement ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a tué pendant 50 ans. La vérité, choquante et troublante, sur l'état réel de Bruce Lee avant sa mort, ses relations professionnelles, sa santé, ses ennemis, et surtout, ce secret que personne n'aurait jamais imaginé. Pour comprendre la portée des révélations de Bolo Yeung, il faut d'abord comprendre ce lien particulier qui l'unissait à Bruce Lee. Contrairement à la plupart des acteurs qui ont tourné avec le Petit Dragon, Bolo n'était pas un simple collègue. Il était un rival physique, un partenaire d'entraînement, un observateur direct de la transformation fulgurante de Lee. Leur première rencontre remonte aux années 1960, dans un Hong Kong encore fragile, où les studios Shaw Brothers dominant le marché et où les arts martiaux n'étaient pas encore un phénomène mondial. À cette époque, Bolo était déjà un culturiste imposant, champion de bodybuilding, réputé pour sa discipline extrême et sa force brute. Bruce, lui, revenait tout juste des États-Unis, auréolé de succès partiels mais pas encore célèbre. Bolo raconte « La première fois que je l'ai vu bouger, j'ai compris que quelque chose allait changer dans le cinéma. Bruce n'était pas simplement rapide, il était précis, comme si chaque mouvement venait d'un calcul intérieur. Ce n'était pas humain. Ils s'entraînent ensemble, parfois en secret, parfois dans des salles de sport bondées. Bruce vient observer la puissance physique de Bolo. Bolo, lui, étudie la science du mouvement selon Lee. Chaque séance devient un laboratoire de transformation mutuelle. C'est là, dit-il, que le premier secret commence à émerger. Bruce Lee n'était pas invincible. Il souffrait souvent, il cachait ses faiblesses, et il poussait son corps à la limite absolue. Un détail que le public n'a jamais voulu entendre. Selon Bolo, les années 1971 à 1973, celles qui précèdent la mort de Bruce Lee, sont marquées par une intensité presque inhumaine. Bruce veut aller plus vite, frapper plus fort, créer plus grand. Il réinvente les arts martiaux, il réécrit les règles du cinéma. Il dérange les grands studios, les maîtres traditionnels, les mafias locales. Mais cette obsession a un prix. Bolo révèle que lors de plusieurs entraînements privés, Bruce souffrait de maux de tête violents, de crampes musculaires, de vertiges persistants. Parfois, son corps semblait lâcher sans prévenir. Une fois, dit-il, Bruce s'est effondré après un enchaînement trop intense. Une autre fois, il a vomi pendant plusieurs minutes sans pouvoir reprendre son souffle. Ce que Bruce disait alors, ce n'est rien, juste de la fatigue, je dois continuer. Mais Bolo savait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il savait que Bruce forçait trop. Il savait que son ami se consumait à petit feu. Et pourtant, lui aussi s'est tu. Je me suis dit, c'est Bruce Lee. S'il dit qu'il peut continuer, alors je le crois. Je n'aurais jamais dû. Ces mots, lourds, marquent un tournant dans leur relation. Bolo commence à comprendre que derrière le mythe se cache un homme fragile, isolé, traqué par ses ambitions et par les puissances qui gravitent autour de lui. L'une des révélations les plus troublantes de Bolo concerne les tensions politiques, économiques et criminelles autour de Bruce Lee. Contrairement à ce que l'on croyait, la star n'était pas uniquement victime de pression artistique. Selon Bolo, Bruce avait des ennemis dans le milieu traditionnel des arts martiaux. Les maîtres de kung-fu ne supportaient pas qu'il modernise leur discipline, qu'il la mélange à la boxe, à l'escrime, au judo. Ils voyaient en lui un hérétique. Certains parlaient même de trahison. Il dérangeait les studios. Bruce voulait une liberté totale. Il refusait plusieurs contrats. Il voulait écrire son propre film, Game of Death, sans ingérence. Les producteurs n'appréciaient pas ce défi direct à leur autorité.
Il gênait les triades. Le cinéma hongkongais de l'époque était infiltré par le crime organisé. Bruce refusait de payer pour être protégé. Il refusait aussi qu'on lui impose des collaborateurs liés aux triades. Bolo raconte, Bruce avait peur de personne, mais moi, j'avais peur pour lui. Il allait trop vite, il coupait trop de liens, il se faisait trop d'ennemis. Et c'est là que Bolo révèle pour la première fois une information qu'il avait gardée secrète. Quelques jours avant sa mort, Bruce Lee a confié à Bolo que quelqu'un le suivait. Il m'a dit « Ils veulent si que je me taise ?» Je lui ai demandé qui. Il n'a jamais répondu. Ce passage bouleversant change radicalement la perspective sur les derniers jours du Petit Dragon. Peu avant la mort de Bruce Lee, Bolo assiste à ce qu'il considère comme le moment le plus inquiétant de leur amitié. Ce jour-là, Bruce est pâle, transpirant, presque désorienté. Il boit de l'eau sans arrêt mais se plaint que sa tête brûle. En plein exercice, il s'arrête brusquement et pose une main sur son front. « Je croyais que mon crâne allait exploser », aurait-il dit. Bolo décrit un épisode terrifiant. Bruce vacille. Bruce tombe à genoux. Bruce tremble. Puis, comme s'il refusait de montrer la faiblesse, il se relève immédiatement et reprend l'entraînement comme si de rien n'était. J'aurais dû le forcer à aller à l'hôpital. Mais Bruce était Bruce. On ne lui disait pas quoi faire. C'est ce jour-là que Bolo comprend que quelque chose de grave se passe, mais il ne mesure pas encore l'ampleur. L'un des passages les plus choquants de ce premier chapitre concerne les heures précédant la mort de Bruce Lee. Pour la première fois, Bolo admet qu'il a eu une conversation téléphonique avec Bruce la veille du drame. Bruce lui aurait dit « Si quelque chose m'arrive, sache que ce ne sera pas un accident ». Phrase étonnante, troublante, presque prophétique. Bolo, pensant à une plaisanterie ou à une fatigue psychologique, lui répond alors avec humour. Mais Bruce insiste « Je ne blague pas, j'ai mal. Je suis suivi, je dérange ». Puis la conversation s'interrompt brusquement. Bruce semble entendre quelqu'un entrer dans la pièce. Il dit simplement « On en reparle demain ». C'est demain qu'il meurt. Dans l'interview, Bolo partage cette révélation la plus douloureuse. Il a vécu 50 ans avec la culpabilité de n'avoir rien dit. En 1973, il est jeune, professionnel, respectueux des codes du milieu. Il sait que parler revient à s'exposer, peut-être à se mettre en danger. Il sait aussi que le monde veut un héros parfait, pas une star fragile. J'ai protégé le mythe, mais j'ai trahi l'homme, et ça, je ne me le suis jamais pardonné. Aujourd'hui, dit-il, il parle pour réparer, pour témoigner, pour apaiser sa conscience, et surtout parce que les fans méritent de connaître la vérité. Les révélations initiales de Bolo Yeung ont agi comme une déflagration dans l'univers du cinéma d'arts martiaux. Pour la première fois, un témoin direct, un compagnon d'entraînement et un acteur présent au cœur de l'industrie hongkongaise des années 1970 a osé dire ce que beaucoup avaient de soupçonné en silence. Bruce Lee n'était pas seulement victime de son propre perfectionnisme, il était également en danger physiquement, psychologiquement et peut-être même criminellement. Nous allons explorer les ennemis silencieux qui entouraient le Bruce Lee, les jeux de pouvoir entre studios, triades et maîtres traditionnels, l'état réel de sa santé et les symptômes qu'il cachait, les manipulations qui ont entouré l'autopsie et la version officielle, les pressions subies par les témoins, Vakwa Kung, le lien direct entre Tat Kha Nung Dieu, Jo, avec Kai-Shet Bat Ngo Kwa Hong. L'une des révélations les plus dérangeantes de Bolo Yeung concerne la relation tumultueuse de Bruce Lee avec la vieille garde des arts martiaux chinois. Dans les années 1960 et 1970, les maîtres traditionnels voient Bruce comme un rebelle dangereux. Il remet en question leurs techniques ancestrales, il rejette la rigidité, il prône l'efficacité plutôt que la pureté. Pour eux, c'est une hérésie. Bolo explique, Bruce dérangeait les maîtres plus que les producteurs ou les triades. Pour eux, il voulait détruire des siècles de tradition. Un épisode particulièrement révélateur, en 1972, un maître influent, dont Bolo refuse de citer le nom, aurait lancé un avertissement public. Ce garçon va trop loin. S'il continue, il attirera sur lui la colère du ciel. Les disciples plus jeunes, eux, idolâtraient Bruce. Mais la vieille garde, fortement respectée, gardait une puissance significative dans l'ombre. À Hong Kong, ces maîtres n'avaient pas seulement un pouvoir moral. Ils pouvaient influencer les studios, les écoles, les salles de combat et même des réseaux criminels. Bolo conclut, Bruce n'a jamais compris que son succès faisait naître de la haine aussi facilement que de l'admiration. Il pensait avoir gagné, mais il déclenchait une guerre. L'univers du cinéma hongkongais dans les années 70 est régi par des contrats draconiens. Shaw Brothers et Golden Harvest
se livrent une guerre commerciale féroce. Les stars n'ont généralement aucune liberté créative. Mais Bruce Lee refuse ce système. Il veut écrire ses propres films, composer ses propres combats, choisir ses partenaires, contrôler ses scénarios. Un comportement alors inconcevable. Selon Bolo, plusieurs producteurs, irrités ou humiliés par les refus successifs de Bruce, menaçaient de lui fermer toutes les portes. Mais Bruce s'en moquait. Il voulait tourner Game of Death, un film tellement ambitieux qu'il bouleverserait les codes de l'action mondiale. Bolo révèle, Bruce était persuadé qu'il pouvait devenir le premier acteur chinois à dominer Hollywood. Certains n'ont pas supporté cette idée. Plus encore, il refusait les pressions financières, les manipulations contractuelles et surtout l'intervention des triades dans la production. Voici l'un des aspects les plus inquiétants des révélations de Bolo. À l'époque, les triades ne sont pas seulement un réseau criminel, elles interviennent directement dans les studios, la distribution des films, les salles de cinéma, la protection des acteurs. Selon de nombreux témoignages aujourd'hui confirmés, plusieurs acteurs et réalisateurs devaient payer une taxe de protection. Ceux qui refusaient subissaient des menaces, des sabotages ou bien pire. Et Bruce Lee refusait tout paiement. Il refusait toute ingérence. Il refusait tout compromis. Dans les mots de Bolo, Bruce ne comprenait pas que son refus était une déclaration de guerre, une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Plus troublant encore, dans les semaines qui précèdent sa mort, Bruce confie à plusieurs proches, dont Bolo, qu'il se sent surveillé. « Il y a quelqu'un qui me suit chaque soir, j'entends des pas derrière moi quand je rentre chez moi. Ils veulent que j'arrête. » Ces phrases, autrefois interprétées comme des effets du stress, prennent aujourd'hui une dimension sinistre. Pendant des décennies, la mort de Bruce Lee a été attribuée à une allergie médicamenteuse, une version officielle répétée sans conviction, souvent remise en question, mais jamais totalement rectifiée. Selon Bolo, cette version est incomplète, voire manipulée. Les symptômes observés par Bolo, migraines violentes, presque insupportables, épisodes de vertige, désorientation, vomissement, douleurs thoraciques, éclats de tremblements, déshydratation chronique. Bruce, dans sa soif de perfection, poussait son corps bien au-delà de ses limites physiologiques. Sa musculature était sèche, presque dénuée de graisse. Ses entraînements pouvaient durer jusqu'à 8 heures par jour. Il dormait peu, il mangeait peu, il jeûnait parfois pour garder un physique parfait avant le tournage. Mais selon Bolo, il y avait autre chose. Bruce avait peur qu'on découvre sa faiblesse. Alors il cachait tout, même à sa famille. Il refusait les tests médicaux, il refusait de voir un spécialiste, il refusait de se reposer. Les crises de chaleur. Dans les derniers mois, Bruce souffrait d'hyperthermie. Bolo raconte un épisode, il s'est entraîné dans une salle fermée. Il faisait une chaleur insupportable. Quand il est sorti, son visage était rouge, il tremblait, il n'arrivait plus à respirer. Bruce refuse d'aller à l'hôpital. Il reprend l'entraînement le lendemain. La narration officielle dit « Bruce est allé chez l'actrice Betty Tingpei. Il a pris un médicament contre les maux de tête. Il s'est allongé. Il ne s'est jamais réveillé, mais pour Bolo, cette version ne tient pas. Pourquoi Bruce aurait-il pris un médicament auquel il était allergique? Il le savait. Il l'avait déjà expérimenté. Pourquoi l'autopsie a-t-elle été réalisée en urgence, sans respecter certaines procédures habituelles? Pourquoi certains témoins ont-ils changé de version? Pourquoi les studios ont-ils immédiatement contrôlé la communication, avant même que la famille ne soit informée? Bolo affirme, la version publique était trop rapide, trop propre, trop parfaite. Quelque chose manquait. Il ajoute avoir tenté discrètement d'obtenir des détails médicaux, mais quelqu'un l'en a empêché. La mort de Bruce Lee aurait dû provoquer une enquête colossale. Il n'en fut rien. Selon Bolo, plusieurs témoins clés ont été convoqués par des personnes influentes dont il ne cite pas les noms. On leur aurait demandé de rester prudents, éviter les déclarations contradictoires, respecter la version officielle. Un acteur de l'époque aurait même confié à Bolo « Si tu veux continuer à travailler, ne parle plus de Bruce ». Cette phrase glace le sang. Elle suggère que la mort de Bruce Lee n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais un événement que certains voulaient étouffer. Avec les 2 premiers chapitres, nous avons exploré l'environnement de tension, de pression et de secret dans lequel Bruce Lee évoluait durant les derniers mois de sa vie. Mais ce 3e chapitre représente l'aboutissement de toute l'enquête. Il expose ce que Bolo Yeung n'avait jamais osé dire auparavant, ce qu'il a gardé dans son cœur pendant un demi-siècle, et pourquoi il a finalement décidé de parler. Ces révélations ne visent pas à réécrire l'histoire de Bruce Lee, encore moins à accuser sans preuve
Elle cherche simplement à éclairer ce que Bolo, témoin privilégié et ami proche, a observé, ressenti, compris, parfois trop tard. Et surtout, elle tente de reconstruire les dernières heures d'un homme devenu légende. Selon Bolo Yeung, Bruce Lee, durant les 2 semaines précédant son décès, n'était plus le même homme. Bien sûr, il travaillait encore avec passion. Bien sûr, il parlait de projets ambitieux. Bien sûr, il souriait devant les journalistes. Mais derrière cette façade, quelque chose avait profondément changé. Bolo raconte un détail important. Bruce était plus silencieux que d'habitude. Pas triste, pas fatigué, juste silencieux. Il réfléchissait à quelque chose qu'il refusait de dire. Plusieurs éléments marquants apparaissent, une perte de poids visible. Bruce, déjà extrêmement sec, semblait encore plus mince. Des troubles du sommeil. Il racontait qu'il dormait très peu et faisait des rêves agités. Une inquiétude permanente. Il jetait souvent un regard derrière lui, comme si quelqu'un l'observait. Des douleurs qu'il minimisait, même lorsque la douleur le forçait à s'asseoir, il disait toujours « Je vais bien, ce n'est rien ». Mais Bolo savait que ce n'était pas vrai. 3 jours avant sa mort, Bruce rend visite à Bolo dans une petite salle d'entraînement privée à Kowloon. Ils échangent quelques coups, mais l'intensité n'y est pas. Bruce s'arrête plusieurs fois, masse ses tempes, respire difficilement. Puis, au détour d'un moment de repos, il lâche une phrase que Bolo n'a jamais oubliée. « Je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore comme ça. » Bolo, inquiet, lui demande ce qu'il veut dire. Bruce sourit, mais un sourire triste, presque résigné. Tout s'accélère, les films, les combats, les pressions, les menaces. Parfois, j'ai l'impression que je ne contrôle plus rien. C'est la première fois que Bruce parle ainsi. Puis il ajoute « Tu sais, Bolo, certains voudraient que je disparaisse. » Bolo pense d'abord à une métaphore, mais Bruce ne précise rien. Il change immédiatement de sujet. Ce jour-là, Bruce part plus tôt que prévu. Il salue Bolo comme toujours, mais en le regardant droit dans les yeux, avec une intensité inhabituelle. « Prends soin de toi, mon frère. » Cette phrase, Bolo la porte en lui comme un avertissement qu'il n'a pas compris à temps. Le 20 juillet 1973 est décrit par Bolo comme une journée étrange, pesante, silencieuse, même s'il n'était pas présent physiquement aux côtés de Bruce. Il reconstitue ce qui s'est passé grâce à des conversations, des témoignants indirects et des informations qu'il a obtenues après coup. Plusieurs points troublants ressortent. Bruce se plaint encore d'un mal de tête intense, un détail cohérent avec les épisodes que Bolo avait déjà observés. Il travaille sur le scénario de Game of Death et semble nerveux selon un proche. Il aurait répété « Je dois finir ça vite, très vite ». Il quitte une réunion brusquement pour aller se reposer. Il aurait dit qu'il ne tenait plus debout. La décision d'aller chez Betty Tingpei n'était pas prévue. Certains pensent que Bruce cherchait un endroit calme pour se reposer. D'autres y voient une fuite temporaire. Personne ne le saura jamais. Ce que Bolo révèle ensuite est bouleversant. Le jour de sa mort, Bruce aurait tenté d'appeler Bolo. Ce fait n'a jamais été officiellement confirmé. Mais Bolo raconte « On m'a dit qu'il avait décroché le téléphone et qu'il avait hésité. Qu'il voulait appeler quelqu'un. Je sais que c'était moi. Je le sens. Pourquoi ? Parce que Bruce, dans leur dernière conversation, lui avait dit « Si quelque chose ne va pas, tu seras le premier que j'appellerai. » Si cet appel est réel, il n'a jamais été passé, ou jamais complété, ou jamais révélé. Ce silence soudain devient, pour Bolo, une source de culpabilité qu'il n'a jamais surmontée. Dans les heures qui suivent de la mort de Bruce Lee, une version officielle est rapidement construite. Réaction allergique à un médicament, malaise soudain, absence de violence, décès naturel ou imprévisible. Mais pour Bolo, cette version est trop propre, trop rapide, trop uniforme. Il pointe plusieurs incohérences, les délais entre le malaise et l'appel à l'ambulance, l'absence de certaines vérifications médicales, les divergences dans les témoignages, le silence inhabituel des studios, la pression médiatique pour clore le dossier. Selon lui, on a voulu que tout soit simple, propre, sans question, sans scandale, comme si sa mort devait servir autant que sa vie. Et voici le cœur du chapitre, la révélation la plus délicate, la raison pour laquelle Bolo a mis 50 ans à parler. Il dit « Je ne pense pas que Bruce ait été tué, je ne pense pas qu'on l'ait assassiné, mais je suis convaincu qu'il était affaibli, épuisé, surveillé, et que personne ne l'a protégé. » Il refuse les théories complotistes extrêmes. Il ne parle pas de poison ou de crime volontaire. Mais il dit ceci, Bruce est mort parce qu'il était seul, parce qu'il a trop donné, parce qu'il était devenu une menace pour certains, un problème pour d'autres, un mythe trop grand pour son propre corps.
Puis il ajoute, s'il avait été mieux entouré, mieux conseillé, mieux protégé, il serait encore vivant. Pour Bolo, la mort de Bruce n'est pas un mystère criminel. C'est une tragédie humaine. Un enchaînement de facteurs, un corps épuisé, une pression immense, des ennemis silencieux, un isolement croissant, une santé fragilisée, un environnement dangereux et une absence totale de soutien médical approprié, enfin la révélation ultime. Je pense que Bruce savait qu'il n'allait pas vivre vieux. Il me l'avait dit, pas clairement, mais il le sentait. Pendant 50 ans, Bolo a gardé le silence par loyauté, par peur, par respect du mythe. Mais aujourd'hui, à son âge, il ne veut plus garder ce poids sur la conscience. Il dit « Je ne veux pas mourir avec ce que je sais. Je veux que le monde comprenne que Bruce n'était pas un dieu, ni un robot, ni une machine. Il était un homme qui souffrait, mais un homme qui n'a jamais cessé de se battre. » Puis il conclut par cette phrase, la plus touchante, « La légende de Bruce Lee continuera toujours. Mais l'homme mérite aussi qu'on dise sa vérité. » De témoignages et de révélations longtemps enfouies dans le silence, une chose apparaît clairement. La mort de Bruce Lee n'est pas seulement un événement tragique de l'histoire du cinéma, c'est un symbole. Un symbole de la fragilité humaine derrière la force apparente, un symbole de solitude derrière la gloire, un symbole de pression extrême derrière le sourire public. Et surtout, un symbole du prix parfois dévastateur que paient ceux qui deviennent plus grands que la vie elle-même. Les mots de Bolo Yeung, intimes et bouleversants, viennent rétablir une vérité que le monde avait peut-être oubliée. Bruce Lee n'était pas seulement une icône, il n'était pas seulement le petit dragon, champion invincible, révolutionnaire des arts martiaux, visionnaire du cinéma mondial. Il était un homme qui avait peur, qui souffrait, qui se battait contre des douleurs que personne ne voyait, qui affrontait des ennemis silencieux, qui portait sur ses épaules une pression colossale. Un homme dont le corps criait l'épuisement alors que son esprit refusait de ralentir. Pendant 50 ans, cette part humaine a été étouffée au profit de la légende. Aujourd'hui, grâce au courage tardif de Bolo Yeung, elle retrouve enfin sa place. Ce que Bolo nous offre n'est pas un scandale ni une accusation. C'est un hommage, un cri du cœur, une tentative de réparation. Une confession qui cherche seulement à dire « Bruce Lee était un homme extraordinaire, mais un homme malgré tout, et il mérite que l'on comprenne sa vérité. » À travers les souvenirs de Bolo, nous découvrons un Bruce Lee vulnérable, inquiet, parfois épuisé, mais toujours animé d'un feu intérieur inébranlable. Un homme qui rêvait grand, qui voulait changer le monde, qui a réussi, peut-être trop vite, trop fort, trop tôt. Un homme qui n'a jamais su ou jamais voulu protéger son corps autant qu'il protégeait ses idées. Cette histoire nous rappelle que même les légendes ont des limites, et que parfois ce sont ces limites qui les rendent plus humaines, plus touchantes, plus réelles. Aujourd'hui encore, Bruce Lee continue d'inspirer des millions de personnes, artistes, athlètes, philosophes, cinéastes, rêveurs. Mais grâce à la parole de Bolo Yeung, il peut désormais inspirer différemment, en nous rappelant l'importance de la santé, de l'équilibre, de l'écoute de soi, et surtout en nous montrant que même les héros ont besoin d'aide, même les plus forts ont besoin de repos, même les plus courageux peuvent avoir peur. Cette vérité, si longtemps tue, est peut-être le plus grand hommage que l'on puisse lui rendre. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, ce récit intense et nuancé sur Bruce Lee et sur la confession ultime de Bolo Yeung, si vous aimez les histoires humaines, les révélations rares, les analyses détaillées qui vont au-delà des rumeurs et des clichés, si vous souhaitez continuer à découvrir des documentaires narratifs, des enquêtes exclusives et des portraits qui révèlent la vérité derrière les légendes, alors n'hésitez plus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est essentiel. Grâce à vous, nous pouvons continuer à mener des recherches approfondies, explorer les zones d'ombre des histoires que le public croit connaître, interviewer des témoins rares et précieux, raconter des récits captivants, riches en émotions, préserver la mémoire des figures qui ont marqué l'histoire. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo, qu'il s'agisse d'une enquête, d'un portrait ou d'un documentaire complet. Vous serez les premiers informés lorsque nous publierons des révélations exclusives sur les stars que vous admirez. Vous aiderez la chaîne à grandir, à toucher un public plus large et à continuer à proposer un contenu de haute qualité. N'oubliez pas également, activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Laissez un commentaire pour partager votre opinion,
vos émotions ou votre interprétation de l'histoire de Bruce Lee. Likez et partagez la vidéo si vous pensez que ce récit mérite d'être connu par tous les passionnés de cinéma et d'arts martiaux. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Votre présence, votre confiance et votre fidélité font vivre cette chaîne. Restez avec nous, le meilleur reste à venir.